Alors que nous commençons cette pratique spirituelle, je vous invite à laisser cette question remuer en vous. Écoutez la question. Qu'est-ce qui devrait être inclus dans une déclaration de l'Église concernant le rôle de la non-violence dans notre poursuite de la paix sur et pour la terre? Je répète, qu'est-ce qui devrait être inclus dans une déclaration de l'Église concernant le rôle de la non-violence dans notre poursuite de la paix sur et pour la terre? Cette question sera abordée dans notre deuxième expérience en petits groupes au cours de cette session. Nous vous demandons de préparer une phrase à partager dans vos petits groupes. Chaque personne partagera sa phrase et puis il y aura encore de la conversation autour des phrases pour travailler un peu les phrases que vous présenterez. Les animateurs vont noter toutes les réponses que vous donnerez. Les réponses seront anonymes, mais toutes seront envoyées à la première présidence. Alors maintenant, nous allons travailler un peu notre respiration. Je vous invite à inspirer profondément, inspirer une purification. Prenez le temps maintenant de faire une pause, juste un moment. Ressentez votre corps en train de relâcher la tension de la journée. Respirez encore une fois. Respirez profondément. Au fur et à mesure que ces distractions vous viennent à l'esprit, prenez le temps d'y mettre attention. Mais ne passez pas trop de temps avec ces distractions. Mettez-les de côté afin que vous puissiez être pleinement présent en ce moment. Nous allons maintenant chanter ensemble la chanson coréenne Ososo. Les paroles de cette chanson nous mettent sur la route vers Jésus, le Pacifique, le Prince de paix, et nous invitent à nous réconcilier pour devenir un, personnellement un, dans nos foyers, dans nos familles, un ensemble avec notre communauté et un peuple dans le monde. Nous écouterons 3 lectures d'écriture à chaque refrain que nous allons chanter. Merci. Viens, viens, ô roi de paix, et rassemble-nous. Viens, viens, ô maître, réconcilie ton peuple. Colossiens 3, 14, 15. Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, de la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Viens, viens, ô roi de paix, et rassemble-nous.
Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime son frère. Section 165, 6.1. Communauté du Christ bien-aimé, ne vous limitez pas seulement à parler et à chanter de Sion. Vivez, aimez et partagez comme Sion, ceux qui s'efforcent d'être visiblement un en Christ, parmi lesquels il n'y a ni pauvre ni opprimé. Bienvenue tout le monde à la 5e et dernière session de discussion sur la non-violence. Lorsque nous examinons où nous en sommes par rapport à la violence et à l'utilisation de la non-violence, il est utile de commencer par examiner les différentes approches à la violence qui ont été utilisées dans le passé et de voir laquelle de ces options peut le mieux répondre à notre question. Quel rôle devrait-elle jouer la non-violence dans notre poursuite de la paix sur et pour la terre? La première approche est la guerre sainte. La guerre sainte, c'est la violence sans retenue, sans restriction. Dieu est de notre côté, c'est l'idée dans cette approche. Et dans cette approche, la guerre est ordonnée par Dieu et la violence totale est nécessaire pour éliminer le mal. Pour beaucoup d'entre vous, cela peut vous faire repenser aux croisades peut-être, lorsqu'elles se sont frayées un chemin à Jérusalem et ont essentiellement annihilé tous ceux qui n'étaient pas pour la cause. La guerre sainte ne signifie pas toujours qu'elle doit avoir un contexte religieux, mais elle peut être une réponse idéologique aussi. Dans certains sens, ce qui se passe en ce moment entre la Russie et l'Ukraine peut être considéré comme une guerre sainte. La guerre juste, qui est la violence, avec un peu de constriction et de restriction, selon les règles, on peut dire. Si nous restreignons un peu nos réflexions sur la guerre, nous commençons à nous intéresser à la guerre juste. La guerre juste pense que la guerre ne fait pas partie de la vision de Dieu. La guerre juste rejette la guerre sainte. Il reconnaît que parce que nous avons le libre arbitre, la violence peut survenir. La guerre juste ne s'adresse pas aux causes de la guerre et elle pense que la guerre est tout simplement une réalité et que le résultat des choix humains irresponsables nous ont mis dans cette situation. La violence est alors parfois considérée comme nécessaire lorsque des critères stricts sont appliqués et utilisés et bien sûr selon les règles d'engagement qui sont très claires. Certaines des guerres mondiales que nous avons vécues dans l'histoire récente
peuvent découler de cette idée de la guerre juste. Et dans cette approche, la violence est la méthode de résolution des conflits, mais elle s'accompagne de règles et de conditions importantes. Ce n'est pas juste une attitude de « on peut faire ce qu'on veut » dans cette guerre, ou bien « on peut faire n'importe quoi dans cette guerre ». Non, dans cette approche, il y a des limites. Avec le pacifisme, où il n'y a aucune forme de violence qui est acceptable, le pacifisme est complètement opposé à la violence. Le pacifiste ne participera pas à la guerre ou à des actes de violence. Le pacifisme espère répondre d'une manière qui peut sembler contre-intuitive à la façon dont l'humanité normalement réagit à la violence. Normalement, la violence se heurte à plus de violence. Le pacifisme est un sous-ensemble plus petit, mais peut-être le plus important parmi les différentes approches à la violence et peut potentiellement nous aider à voir une possibilité différente de comment réagir à la violence. Ces trois approches ont été les trois principales approches de la violence à travers toute l'histoire. Mais au cours des 20 dernières années, une autre approche a émergé. Cette approche s'appelle la paix juste. La paix juste se concerne principalement par la justice et le respect de la valeur égale de toutes les personnes et de la création en utilisant la résistance non violente. Et la paix juste continue sur la voie non violente de la façon dont nous répondons à la violence dans le monde. Il y a essentiellement deux types de violence. La violence dans la société qui mène à l'injustice économique, raciale ou sociale, puis il y a la violence de la guerre. Et la paix juste met moins l'accent sur la guerre elle-même et essaie de s'attaquer aux causes de la guerre. Lorsque les communautés deviennent instables à cause de l'injustice, nous pouvons nous adresser à des causes d'injustice. Et lorsque nous répondons à ces choses de manière non violente et essayons de résoudre les conflits avec la justice de manière non violente, nous pouvons éviter la guerre. Voici quelques citations qui peuvent nous aider à nous rappeler l'importance de la justice dans notre lutte pour la paix. Recherche la paix et poursuis-la. Cherche à respecter parfaitement la justice. C'est intéressant quand vous traduisez le mot hébreu shalom. Cela ne signifie pas seulement la paix, mais signifie également la plénitude. Et donc, quand nous recherchons la paix, nous recherchons une vie de plénitude, une vie complète. Peut-être dans un contexte plus récent, Frederick Lewis Donaldson, qui était le canon de l'abbé de Westminster au début de la Première Guerre mondiale, il dit « Le vrai péché de l'Église n'est pas qu'elle permette la guerre, mais qu'elle tolère l'état de choses qui mène à la guerre. » Cela nous appelle vraiment à notre inaction face à la violence et au conflit, et tant que communauté religieuse qui cherche à comprendre ce que Dieu nous appelle à faire dans notre vie quotidienne. Et dans un contexte plus moderne, on peut se tourner vers les mots du président Steve Veazey dans la question qu'il nous a demandé de méditer ces dernières années. Qu'est-ce qu'il a dit? Sommes-nous en route vers Jésus, l'être de paix? Cette question nous a guidés pour nous demander si nous utilisons vraiment des méthodes et des actions que Jésus aurait utilisées lorsqu'il a abordé les injustices dans les communautés là où il est allé. Mais quel est le but de la paix juste? Et on va se concentrer un peu plus sur cette approche, comme c'est une nouvelle approche dans les dernières 20 années. Le but de la paix juste, c'est
d'avoir la paix dans la communauté, la paix avec la terre, avec toute la création, la paix dans le marché, la bourse et tous nos investissements et tout ce qu'on fait avec notre argent, l'économie, et aussi la paix entre les différents peuples du monde. Et quand on regarde ces éléments un peu plus près, on peut voir que la paix dans la communauté nous demande comment est-ce qu'on peut vivre la règle d'or. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le but est de vaincre la violence qui crée la pauvreté, le racisme et le sexisme pour ramener nos communautés à la plénitude. Et lorsqu'on voit la paix avec la terre, il s'agit de mettre fin à la cupidité contre la terre et d'utiliser nos ressources avec sagesse, faire face à la crise climatique, trouver cette complétude entre l'humanité et la terre et tous les écosystèmes qui la composent. Paix sur le marché, on pourrait essentiellement parler ici de la paix économique. Comment traitons-nous les disparités de richesse, d'accès, de dépenses militaires ou de surconsommation qui peuvent toutes créer des injustices lorsqu'elles ne sont pas traitées et peuvent facilement nous conduire à la violence. Et quand on dit la paix entre les peuples, il s'agit ici de mettre la sécurité humaine au-dessus de la sécurité nationale. Il s'agit de transformer nos épées en des sortes de charrues. Cette merveilleuse statue à l'extérieur de notre temple qui montre ce concept en action. Enlever les outils et les armes qui nous consacrons normalement à la violence et transformer ces choses en outils qui peuvent être utilisés pour cultiver la justice et la paix dans le monde. Alors que la paix juste cherche à éviter la violence, elle reconnaît également sa responsabilité de protéger les personnes vulnérables. Cela peut vous déranger peut-être d'entendre les mots « action policière », mais il est important de se rappeler ici qu'il s'agit d'appliquer correctement les bonnes actions qui suivent la loi internationale ainsi que la loi locale pour protéger les personnes contre un génocide potentiel. Et plus tard ce soir, on va parler de ce génocide potentiel. Donc, on va réviser juste un peu les 4 approches à la violence. La guerre sainte, violence sans restriction, la guerre juste, violence avec des restrictions, avec des règles, le pacifisme, aucune forme de violence n'est acceptable, et la paix juste, qui est concernée principalement par la justice et le respect de la valeur de toutes les personnes et de la création en utilisant la résistance non violente. Lorsque nous considérons ces 4 approches dans notre discernement concernant le rôle de la non-violence dans notre poursuite de la paix, nous pouvons peut-être nous inspirer de doctrines et alliances. Et le Seigneur appela son peuple Sion, car ils étaient d'un cœur et d'un seul esprit et demeuraient en justice. Et il n'y avait aucun pauvre parmi eux. Encore une fois, au début de notre mouvement confessionnel, on a eu des aspirations à la plénitude pour toute l'humanité et toute la création. Et la lutte contre la pauvreté a été un élément important et essentiel de ce rêve. Nos camps et nos rassemblements reflètent l'idée de créer un lieu spécial où nous vivons dans des communautés de manière à ce qu'il n'y ait plus de pauvres parmi nous. Au cours de ces 20 dernières années, nous avons continué à aligner nos principes permanents ainsi que nos initiatives de mission de manière à continuer à nous efforcer de créer des conditions où la paix peut régner.
Et dans quelques instants, on va nous mettre encore dans des petits groupes pour discuter de ces 4 approches à la violence qu'on vient d'explorer. Mais avant ça, on va faire quelques petits sondages pour voir comment vous appliquerez les différentes approches à la violence à certaines situations réelles et concrètes. Donc, pour commencer, prenez un petit moment pour classer les approches par ordre de votre préférence. OK? Votre niveau de soutien en réfléchissant aux raisons pour lesquelles vous soutenez certaines approches plus que d'autres. Donc, essayez dans votre tête, ou vous pouvez noter, si vous avez un stylo et du papier, vous pouvez noter quelle est votre préférence. Pour laquelle des approches est-ce que vous avez le plus de soutien et pour laquelle des approches est-ce que vous avez le moins de soutien. Je vais vous donner juste 1 minute pour faire cela. Et je vais mettre encore cette diapo parce que ça peut vous aider peut-être à sélectionner vos préférences. Bon, maintenant, on va faire les sondages. On va voir. Donc, quelle approche est la plus fidèle à la vie, aux enseignements, à la mort et à la résurrection de Jésus? Qu'est-ce que vous pensez? On a la moitié maintenant. Vous avez encore 10 secondes. Allez, allez. On y est presque. Encore une personne? Parfait. Et je vais afficher les résultats et vous pouvez voir que la plupart de vous, vous avez choisi le pacifisme et le deuxième gagnant, c'est la paix juste, suivi de juste une personne qui a dit la guerre juste et une personne qui a dit la guerre sainte. Bravo. Maintenant, changeons de sondage. Pour quelle approche avez-vous le plus de soutien? Pour quelle approche est-ce que vous avez le plus de soutien? OK? Et donc, ça, c'est personnellement. Ça, c'est basé sur ce que vous pensez. Encore 10 secondes. Avec 3 réponses différentes, le pacifisme, la paix juste et aussi la guerre sainte comme préférence. Après, pour quelle approche est-ce que vous avez le moins de soutien? Qu'est-ce que vous ne préférez pas du tout? Pour quelle approche est-ce que vous avez le moins de soutien? On a la réponse de la moitié. 100%. Et je vais afficher les résultats. Et c'est clair que pour ce groupe, la guerre sainte est l'approche le moins préférée avec le moins de soutien. Et une dernière question. Et en fait, cette question peut être aussi un peu délicate. Donc, je vais vous demander de montrer quelle approche, de votre point de vue, laquelle des 4 approches aborde le mieux la violence domestique et sexuelle. Quelle approche aborde le mieux la violence domestique et sexuelle? Et je vais vous donner un peu plus de temps de réfléchir parce que c'est pas facile, mais en réfléchissant à ces 4 approches, qu'est-ce qui serait mieux
pour aborder la violence domestique et sexuelle. Il reste juste une personne et c'est intéressant. La plupart des gens préfèrent la guerre juste comme approche à la violence domestique et sexuelle. Et la deuxième préférence était la guerre sainte. Bon, merci pour votre participation dans les sondages. Ça nous donne des indications de là où nous en sommes avec ces 4 approches. Nous allons maintenant nous diviser en groupes où vous aurez l'occasion de discuter des 4 approches dont nous venons d'explorer. Et voici la question qui va guider notre discussion. Regardez l'approche et examinez l'approche que vous soutenez le plus. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette approche? Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette approche, l'approche que vous soutenez le plus? Et vous aurez 20 minutes pour parler de cette question. On a parlé donc de la première partie, les 4 approches de la violence et de la non-violence, avec la guerre sainte, la guerre juste, la paix juste et le pacifisme. Et à un moment donné, Joey avait mentionné un sujet particulièrement difficile et grave, qui est le génocide, mais on va surtout se pencher sur la prévention du génocide. Donc, qu'est-ce que le génocide en fait? Le génocide, c'est un mot qui est composé du grec et du latin un petit peu. Alors, la partie grecque ancienne, c'est génos, qui veut dire la race. Et la partie cide de génocide, ça vient du latin, du mot kaido, qui signifie. Donc, en gros, le génocide, c'est le meurtre d'un peuple, tout simplement, ou la destruction méthodique d'un groupe humain. Par exemple, l'extermination des Juifs par les nazis est un génocide. Okay? Donc, le génocide est un phénomène humain. Et ce processus peut être analysé et donc compris. Et par conséquent, il peut être prévenu aussi. Donc, selon l'expert universitaire et l'activiste de surveillance génocide, Gregory Stanton, le processus du génocide se développe en 10 étapes. Ces étapes ne se suivent pas toujours, ou ne suivent pas en tout cas une progression linéaire, forcément. Elles peuvent coexister en même temps. Elles peuvent arriver en même temps. Et à chaque étape, des actions peuvent être mises en action. Toujours d'après M. Stanton, si on peut empêcher juste une seule des 10 étapes, il serait alors possible peut-être d'empêcher le génocide de se produire. Donc, examinons chacune des 10 étapes identifiées du génocide et les mesures d'action que nous pouvons prendre pour aider à le prévenir. Tout d'abord, nous avons la première étape qui est la classification. Qu'est-ce que la classification en fait? C'est la division des personnes qui sépare le nous d'eux, en groupe, par des groupes qui sont en position d'autorité, c'est-à-dire le gouvernement ou la majorité, etc. Et donc, ils divisent selon l'origine ethnique, la race, la religion ou la nationalité. Comment peut-on faire pour prévenir la classification? On peut tout simplement développer des institutions universalistes qui encouragent la cohésion sociale. Sur cette photo que vous voyez, qui a été prise au Rwanda, ça nous rappelle qu'en 1926, les colonisateurs belges ont mis en place au Rwanda un système de cartes d'identité. Et ces cartes d'identité faisaient la différence entre les ethnies Tutsi, les ethnies Hutu et les ethnies Twa. Donc, ces politiques de classification feront accroître les tensions entre ces communautés. Pour la deuxième caractéristique du génocide, nous passons à la symbolisation, qui consiste à identifier des gens en tant que juifs, roms, tutsis, etc., et en les distinguant par des couleurs ou des vêtements symboliques.
comme par exemple à la Seconde Guerre mondiale, où les Juifs devaient porter une étoile jaune. Ça, c'était la symbolisation. Comment pouvons-nous prévenir cette partie, ce processus, cette étape du génocide? Tout simplement en rendant illégaux les symboles et les discours de haine, ainsi que les vêtements qui identifient les groupes victimes. Sur cette photo, nous voyons une Cambodgienne. Pendant les 6 derniers mois du régime des Khmers rouges au Cambodge, les habitants des provinces de l'Est du Cambodge sont identifiés par un foulard à carreaux bleus et blancs. En 1978, ils sont accusés d'être des Vietnamiens dans des corps de Khmer. Ils sont donc déportés et souvent assassinés. La troisième caractéristique du génocide, c'est la discrimination. Qu'est-ce que la discrimination? C'est un groupe qui domine, qui a l'autorité, qui a le pouvoir, qui utilise la loi, les coutumes et le pouvoir politique pour renier les droits d'autres groupes. Que pouvons-nous faire pour prévenir cela? Tout d'abord, respecter et faire respecter tous les droits politiques et nous assurer que les gens peuvent jouir du droit à la citoyenneté pour tous ces groupes au sein de la société. Toute discrimination fondée sur la nationalité, l'ethnicité, la race ou la religion doit être illégale. Sur cette photo, nous voyons un tableau qui recense les lois de Nuremberg en 1935, qui différenciait la race aryenne, les ronds blancs, des juifs, les ronds noirs, et des personnes de sang mêlé. Horrible, non? Quatrième caractéristique du génocide, la déshumanisation. C'est l'affirmation par la propagande de la valeur moindre du groupe victime par rapport au groupe majoritaire. On les assimile souvent à des animaux, à des insectes ou à des maladies. Comment pouvons-nous prévenir cela? Il faut condamner, punir rapidement et rendre culturellement inacceptables les discours et les crimes haineux, et ainsi que sanctionner l'incitation au génocide par cette déshumanisation. Sur la attends, mon chat qui me passe devant, pardon. Sur cette photo, nous voyons que c'est une image qui est tirée d'un livre pour enfants. Et dans ce livre-là, les Juifs sont comparés à des corbeaux. Et c'est un livre qui a été publié en Allemagne en 1936. Cinquième caractéristique du génocide, l'organisation. C'est-à-dire quand la conception de meurtre génocidaire, en général par l'État, son armée ou des milices. Comment prévenir ça? L'organisation? Simplement interdire l'adhésion à ces milices, sanctionner leurs dirigeants, imposer des embargos sur les armes vers ces pays et créer des commissions d'enquête. Sur cette photo, cette photo-là que nous voyons a été prise en avril 1915. Et donc, le 24 avril 1915, le ministre des Affaires internes de l'Empire ottoman émet l'ordre d'arrêter les notables arméniens. L'élite de cette communauté sera éliminée en quelques semaines. Passons maintenant à la sixième caractéristique du génocide, la polarisation. Qu'est-ce que c'est? Amplifier les différences qu'il y a entre les groupes par la propagande, l'interdiction d'interaction entre les groupes et le meurtre des membres modérés du groupe oppresseur. La prévention pour cela, c'est qu'il faut protéger ces membres modérés et les groupes de défense des droits humains. Saisir les avoirs des oppresseurs, c'est-à-dire prendre leur argent, leurs biens, tout ça, et les empêcher de voyager à l'étranger et de s'enfuir. La photo que nous voyons là, c'est un certificat médical délivré à Ayrum Rabner en Allemagne en 1939. Et je n'arrive pas à descendre sur mon truc. Et voilà. Tac, voici, j'arrive. Le tampon que vous voyez en droite indique que ce docteur ne pouvait traiter en juif. Dès 1938, il est interdit aux médecins juifs de soigner des patients aryens.
Septième caractéristique du génocide, la préparation. Là, il s'agit d'identifier et de séparer les groupes victimes. On leur oblige à porter des symboles, on les déporte, on les isole et on planifie leur famine, c'est-à-dire on planifie le fait qu'ils vont mourir de faim, on les bloque l'arrivée de l'accès à la nourriture ou aux médicaments. Et on prépare également une liste de mise à mort. Comment prévenir ça? En encourageant et en amplifiant l'aide humanitaire ou en faisant des interventions internationales armées ou en apportant une aide majeure aux groupes victimes pour qu'ils puissent se défendre. Je ne sais pas si ça vous fait penser à des événements actuels, en fait. Sur cette photo, c'est une photo qui a été prise pendant la déportation des Arméniens en train vers le désert syrien. L'ensemble de la population arménienne de Turquie est déportée en quelques mois. Les autorités savent alors que les chances de survie de cette population sont presque nulles. Passons maintenant à la huitième caractéristique du génocide. Il s'agit de la persécution. Vous voyez qu'il y a un crescendo entre toutes ces caractéristiques et qu'on s'approche vraiment de la fin ultime, du but du génocide. Donc, la huitième caractéristique, c'est la persécution. Les victimes sont tout simplement identifiées et isolées en raison de leur ethnicité ou de leur identité religieuse. Dans un État génocidaire, les membres des groupes discriminés vont parfois être obligés de prendre des symboles, des identifiants, et leurs propriétés souvent expropriées. Enfin, on leur reprend tout ce qu'ils ont, toutes leurs possessions. Comment prévenir cela? On peut prévenir ça avec les organisations régionales ou avec la communauté internationale qui se mobilisent afin d'assister ou d'intervenir auprès des victimes. Sur cette photo, nous voyons que des millions de Juifs sont persécutés pendant leur emprisonnement dans les camps de concentration. Ici, nous avons une photo du camp de Dachau, en Allemagne. Neuvième caractéristique, nous arrivons à la partie extermination. C'est le début des massacres qui sont perçus par les tueurs, les assassins, comme des actes d'extermination, car ils croient vraiment que leurs victimes ne sont pas humaines, tout simplement, ne méritent pas de vivre. Comment prévenir ça? Seule une intervention armée massive peut arrêter le génocide à ce stade-là. La communauté internationale doit soutenir cette opération en fournissant transport aérien, équipement et financement. Sur cette photo, nous voyons le site de la prison S21 ou Tuol Sleng à Phnom Penh, au Cambodge. Des milliers de personnes y sont torturées et tuées pendant le génocide. Seulement 10 personnes auraient survécu sur ces millions de là. Incroyable. Finalement, nous arrivons à la 10e et dernière caractéristique du génocide, le déni. C'est-à-dire la négation, c'est-à-dire que les auteurs du génocide nient avoir commis des crimes, tout simplement. Ils disent c'est pas vrai. Ils rejettent souvent le blâme sur les victimes. Ils essayent de dissimuler les preuves et essayent d'identifier les témoins. Comment nous prévenir ça? Tout simplement en poursuivant en justice les auteurs du génocide par un tribunal international ou des tribunaux nationaux. Et il est très, très, très important de vraiment éduquer le public sur ça. Sur la photo, nous voyons la photo d'une manifestation pour la reconnaissance du génocide arménien à Ottawa. Il y a eu plein de manifestations dans le monde, à Ottawa, mais également en France, car la France a joué un rôle passif très important dans le génocide arménien. Près de 100 ans après le début des massacres, la Russie, la Turquie, quant à elle, de reconnaître le génocide. Donc, je sais que c'est un peu triste de parler de ces 10 étapes qui mènent vers le génocide. Mais quelque part, il y a de l'espoir. Et en plus, il y a de l'espoir pour la communauté du Christ dans sa poursuite de la paix sur la terre. Moi, ce qui me passionne vraiment, c'est ce que nous dit le Dr Stanton sur les étapes du génocide, tout simplement.
c'est que la non-violence organisée et en partenariat avec d'autres personnes, d'autres organisations qui se mobilisent de manière non violente, en particulier dans les toutes premières étapes du génocide, peuvent nous aider à prévenir le génocide. Et nous avons encore plus de possibilités de faire quelque chose pour vraiment prévenir le génocide au cours des 4 premières étapes, c'est-à-dire l'étape de la classification, la symbolisation, la discrimination et la déshumanisation. Nous, en tant que personnes et en tant que communauté, nous pouvons faire quelque chose pour prévenir le génocide dans ces premières étapes. Mais si personne ne vient, on dépasse le stade des 4 premières étapes, en fait. Ça commence à être très difficile à contrôler. Et une fois qu'on arrive à la persécution et l'extermination, seule une intervention armée massive peut l'arrêter. Donc, que pouvons-nous faire, nous? Comment pouvons-nous jouer notre rôle, remplir notre rôle de manière non violente pour éviter de tels crimes et de telles catastrophes humanitaires? Merci, Aveline. Et en fait, maintenant, c'est à nous. Nous avons passé maintenant 5 discussions de 2 heures sur la non-violence. Et maintenant, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut dire en tant que peuple, en tant qu'Église, sur la non-violence et sa place dans notre poursuite de la paix sur et pour la terre. Mais avant de nous diviser en petits groupes pour notre dernière discussion en petits groupes, je vais juste vous rappeler que la question que nous allons discuter dans ces groupes sera: que devrait inclure la déclaration de l'Église sur le rôle de la non-violence dans notre poursuite de la paix sur et pour la terre? On vous demande de préparer juste une phrase, pas 3 phrases, pas 6 phrases, une phrase qui exprime un peu ce que vous voulez dire qu'on doit inclure dans la déclaration. OK? Donc, préparez juste une phrase. Mais avant de participer dans ces groupes, on va prendre le temps d'écouter 3 points de vue différents sur la violence. Et j'ai demandé à Jérémy et aussi à Anne-Marie, qui sont dans notre groupe, de partager ce soir, mais on a aussi une vidéo qui sera la 3e participation ce soir de Kuzma Brudsky, qui en fait est ukrainien, mais il habite dans l'Utah, dans les États-Unis en ce moment. Donc, on va commencer par Jérémy qui va nous parler pour à peu près 5 minutes au sujet de sa perspective sur la violence. Alors, j'aimerais partager donc ma perspective des violences domestiques, ce qui m'avait été demandé. Mon partage d'aujourd'hui est animé par ce qui se passe dans le pays, donc la Nouvelle-Calédonie, et ces violences sont vécues, j'en suis certain, dans le reste du monde. Pour moi, il est important de définir donc la violence domestique, et selon mes observations, selon ce que je lis dans les faits divers des journaux, sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les manifestations publiques, la violence domestique, c'est lorsqu'une personne essaie de contrôler ou d'exercer un pouvoir sur son partenaire dans une relation intime. Il peut s'agir d'abus physiques, psychologiques, sexuels ou financiers. Dans la majorité des cas, ils sont exercés par des hommes, et ça, en Calédonie, il faut le dire, et subis par des femmes. Toute femme peut être victime et elle peut se produire dans tout foyer et toutes les couches sociales. L'abus physique est probablement la forme la plus courante des abus. Il peut aboutir à une blessure physique et dans certains cas, il peut constituer une menace à la vie. Il ne laisse pas toujours des marques visibles ou des cicatrices. En Calédonie, beaucoup de femmes minimisent ces violences au début. Au fil du temps, les choses finissent par s'empirer. Ça commence par un reproche et ça continue avec une gifle, des coups de poing, des coups de ceinture, le viol ou l'abus sexuel, la séquestration, un coup de couteau allant jusqu'au meurtre. D'ailleurs, la Calédonie enregistre un fort taux
de féminicide qui a provoqué une vague de manifestations et de protestations à l'encontre de tous ces bourreaux qui tuent leurs femmes, leurs filles, leurs belles-mères. Mais ces manifestations avaient pour but de faire réagir la classe politique afin de faire évoluer les lois en matière de protection des plus vulnérables. À cela s'ajoutent les autres formes de violence domestique, telles que l'abus psychologique, qui consiste à dénigrer, à critiquer, à contrôler par tout moyen possible, à humilier, menacer en utilisant de tuer femmes, enfants, familles, même de menacer de se tuer pour pouvoir garder le contrôle, et tout cela à l'abri des regards extérieurs. L'abus financier est aussi une forme de violence domestique, même si on n'en parle pas beaucoup. Il est tout aussi dévastateur, car l'auteur des abus utilise l'argent comme moyen de contrôler et dominer l'autre. Cette violence a pour but d'isoler la partenaire et de la mettre dans un état de dépendance financière complète. Les victimes n'ont plus de volonté propre, soumises à leur bourreau, elles deviennent prisonnières. En Nouvelle-Calédonie, la famille est le lieu le plus de 40% de violences physiques ou sexuelles. La Nouvelle-Calédonie est le territoire le plus concerné par les violences intrafamiliales de l'ensemble de l'espace national. Les agressions au sein du couple représentent un peu plus du double de la moyenne hexagonale, en parlant de la France métropolitaine. Dans 9 cas sur 10, la victime est une femme. Les procédures pour violence ont bondi de 50%, car la parole s'est libérée. Beaucoup plus de femmes prennent conscience que leur vie est en danger. Et donc, elles sont beaucoup plus nombreuses aujourd'hui à vouloir sortir de la sphère de la violence, à porter plainte, même si souvent cela arrive trop tard. Beaucoup d'actions sont menées, diligentées par les institutions du pays, mais cela reste insuffisant. Quand on voit l'augmentation des placements des femmes de leurs enfants dans les centres d'accueil. Le constat est alarmant quand on observe que certaines de ces violences sont commises dans un contexte de forte alcoolisation ou de consommation lourde de cannabis. On voit que les auteurs des abus ont eux aussi subi des violences. Ils viennent de foyers éclatés, grandis dans la précarité et l'insécurité et finissent par faire des choix regrettables. En conclusion, nous avons beaucoup de chemin à faire pour éradiquer les violences domestiques. Étant membre de la communauté du Christ en Nouvelle-Calédonie, il est clair que c'est un grand défi à relever, mais ne peut être relevé qu'à notre niveau, avec nos moyens, en travaillant avec les associations et les organisations qui luttent contre ces violences et en faveur des personnes vulnérables. Merci de m'avoir écouté. Merci, Jérémy. Et maintenant, nous allons écouter Marie-Anne. Je pense que je me suis trompée de son nom tout à l'heure, mais c'est Marie-Anne qui va nous parler en fait par rapport à la violence contre la nature. Merci, Joey. Voilà, alors il m'a été demandé de préparer un discours. C'est juste un partage. Je ne suis pas scientifique, je ne sais pas théoriser, mais je peux partager mon vécu dans le syndicalisme pour la défense des intérêts des professionnels de la pelliculture en tant que trésorière et présidente, 30 ans en tant qu'employeur et propriétaire terrienne dans plusieurs atolls. C'est une plateforme énorme de 10 000 personnes, employeurs, salariés, leurs familles, réunis dans une masse de négociations, lobbying d'études de marché à l'export, qui m'a donné l'opportunité d'asseoir des discussions et des pratiques réaction-action dans la chaîne des dégâts environnementaux observés, constatés en personne. De quoi parlons-nous exactement? Le terme nature a plusieurs sens, scientifique, philosophique, linguistique. Certains incluent l'homme, d'autres non. Mais pour faire simple, disons que le terme nature est une notion courante
que tout le monde maîtrise. Mais tant qu'on ne demande pas de la définir, ce thème demeurera une simple notion. C'est normal, car de façon consensuelle, aucune définition n'existe. Le terme même est rejeté par la plupart des disciplines académiques. Je citerai deux académiciens, Diderot et Alembert. En 1751, déjà, ils s'inquiétaient, se méfiaient déjà de ce terme assez vague, souvent employé, mais bien peu défini. Pourtant, il demeure qu'il est du plus haut degré d'urgence politique où les décisions mondiales de protection de la nature explosent les statistiques des États et des médias. Ambiguïté mise à part, comment définir alors la nature? Biologie plus diversité est égale biodiversité. Le terme biodiversité concerne toutes les espèces animales et végétales vivant sur la planète Terre, y compris l'homme, dans sa forme génétique avec un gros H. Dans une perspective de dégager les différentes réalités qui l'embrassent, je présente ce discours comme une approche, une tentative d'approche de sensibiliser à la violence et de la protection envers la biodiversité en pleine crise écologique et climatique mondiale. La violence contre la nature, la biodiversité, ou alors la plus grande menace pour la sécurité mondiale. Le changement climatique n'est pas seulement un problème écologique. Le patrimoine environnemental mondial est en train d'être altéré à un niveau sans précédent. Sur les 8 millions estimés sur la planète Terre, 25 000 espèces évaluées sont déjà en voie d'extinction. Sous pression de l'agriculture, de la pêche, de la chasse ou encore du changement climatique. Et l'extinction des espèces devrait s'accélérer. Selon un rapport, entre 500 000 à 1 million devraient être menacés, je parle d'espèces, devraient être menacées dans les prochaines décennies. La source, c'est ambassadeur Sir Emile Jones Parry, qui est représentant permanent du Royaume-Uni auprès des Nations Unies. L'extinction des espèces est une réalité si l'on considère la disparition pour le plus visible, qui est celle des dinosaures. Nous récitons notre Bible, Genèse chapitre 1, verset 21. Alors Dieu créa chaque espèce de grands animaux marins et chaque espèce d'être vivant qui se meurt et foisonne dans les eaux et chaque espèce d'oiseau ailé. Dieu dit que tout était bon. Force est de constater, chers amis, qu'il ne les recrée pas. Perdu à jamais. Quelle violence. La montée des eaux. 5 îles ont disparu sous l'eau dans les îles Salomon, Hawaï, Malaisie, les îles de l'archipel russe. Quelle violence. Plus près de chez nous, par mes fonctions, j'ai eu l'opportunité de visiter des atolls à forte densité, à forte activité pellicole, pardon. L'industrie en masse de la pelliculture a totalement modifié la vie sociale et les habitudes alimentaires des atolls. La délivrance massive des autorisations d'exploitation lagonaire a eu pour conséquence des détériorations de l'écosystème, de la faune, la flore et les mutations des matrices foncières. Des personnes étrangères aux atolls qui sont devenues des personnes morales par la machination des sociétés civiles, sont devenues propriétaires avec pour conséquence des innombrables conflits fonciers et la division des familles. Ces situations alarmantes ont eu pour effet la création d'une commission de conciliation foncière dite CCOMF, unique au monde, afin de désengorger le tribunal de première instance, le tribunal de propriété, parce que ce sont des affaires. Les affaires foncières, ce sont des affaires qui vont mettre minimum 20 à 60 ans pour aboutir. Et là, je fais des raccourcis pour parler de ce sujet.
Un petit mot sur les constructions de structures d'exploitation sur l'eau et la terre. Avec tous les risques de dommages collatéraux qui ont apporté des maladies sur toute la faune et la flore des Tuamotu, et spécialement sur les huîtres perlières, le produit phare de la Polynésie française. Mais aussi, ces maladies ont attaqué les personnels, les employés, qui tous manipulent l'animal, du plongeur au manœuvre en passant technicien à la greffe et au griffeur. Il y a eu un arrêté ministériel exceptionnel, conduit en 2002, et qui s'intitule 2002-51, oblige, sous amende, sous fermeture de la société, oblige l'exploitant à se munir, facture à l'appui des produits chimiques de désinfection des matériels. Je vous laisse deviner les dégâts que représentent des milliers de litres de produits hautement abrasifs déversés dans la mer et sur terre, et là encore j'ai abrégé. À terre, des fosses septiques sont creusées à même le sol et comme des potoirs pour enterrer les déchets industriels au détriment de la nappe phréatique. Quelle violence pour les résidents des îles et nos enfants. Les panneaux solaires et batteries en fin de vie sont un souci auquel les familles sont exposées pour leur élimination. Je résume encore. Les dégâts sur et sous l'eau avec les matériels abandonnés parce que ça revient trop cher de payer les professionnels pour aller les repêcher à 60 mètres de profondeur. Enfin, par manque de temps, pour faire court, les situations d'urgence de protection de la biodiversité et les trop nombreuses agressions contre celle-ci, il y en a à tous les niveaux. Des pays surdéveloppés au micro-atoll, ceux qui affectent le villageois au fin fond des Tuamotu, bouleversera tôt ou tard les marquises identifiées comme sites des réfugiés climatiques des atolls proches. Et les gratte-ciels de New York où sont affairés les traders des marchés de la joaillerie seront eux aussi éprouvés à différentes échelles de valeur, cela va de soi. Pour terminer, il faut un leadership. Il faut une communauté de personnes courageuses, des partenaires pour une quête de paix. C'est ce qu'il est question ici. Pensons globalement, agissons localement. Il en va de notre bien-être physique, mental, spirituel, sanitaire, de politique familiale, de culture, de racisme, de lutte contre la pauvreté, lutte contre la faim, l'éducation, l'emploi, l'accès à l'eau, au logement, et la liste est très, très longue. Il ne suffit pas seulement de parler, mais d'actions visibles. C'est ce qu'il est question dans cette lutte contre la violence pour la protection de la nature, de la biodiversité. Action, action. Voilà, merci. Merci Marianne et aussi merci Jérémy. On va avoir un troisième discours qui va venir de Kuzma. Écoutons. Je crois fermement que la violence comme solution au problème doit être éradiquée dans la société du futur. Et nous, en tant que communauté qui promeut la paix, devrions être l'un des précurseurs de ce changement. En tant que membre de l'équipe de paix et de justice de l'Église mondiale, j'ai réfléchi aux questions de la non-violence et de la paix et à leur application pour l'Église. En tant qu'Ukrainien, les événements récents m'ont non seulement fait réfléchir, mais aussi ressentir ce que la guerre apporte. Comme j'étais préoccupé par la sécurité de ma famille et de mes ennemis, les images de la douleur humaine, de la violence, de la destruction et du désespoir resteront à jamais gravées dans ma mémoire, alors que je pense à la guerre et à l'importance du pouvoir de se protéger. La question de la non-violence est complexe et il n'y a pas d'approche qui puisse résoudre complètement le problème. Cependant,
je trouve que la résolution 1177 de la Conférence mondiale, qui contient notre déclaration fondamentale sur la paix, fournit des informations pertinentes et toujours importantes sur cette question complexe. Dans ce document, nous proclamons en tant qu'Église que nous nous opposons à toutes les formes de violence destructrice. Nous pensons qu'une telle violence existera tant que les intérêts égoïstes, les désirs matérialistes ou d'autres formes de privilèges spéciaux seront valorisés au-dessus des besoins, des droits et de la dignité humaine. Nous admettons également qu'il existe des cas où le recours à la force est jugé inévitable. Nous déplorons la situation et reconnaissons qu'il s'agit d'un dilemme qui intensifie notre quête de paix. En tant qu'Église, nous soulignons que la paix n'est pas atteinte par la simple non-participation à la violence. Nous essayons d'éliminer la cause de l'agression par l'application de l'Évangile de Jésus-Christ dans la vie des individus et de la communauté. Nous continuons à déclarer que nous ne condamnons en aucun cas ceux qui choisissent de travailler au sein de l'établissement militaire pour apporter l'amour de Dieu afin que la cause de la paix mondiale soit promue. La compréhension que la violence est un dilemme qui devrait intensifier notre poursuite de la paix donne un sens à notre travail et au monde pour faire émerger un avenir non violent. Nous devons continuer à trouver les moyens pertinents d'incarner le shalom de Dieu dans le monde et d'éliminer la cause de la violence. Cela me fait mal de réaliser que la sécurité de ma famille et de mes amis, nos chers membres de l'Église en Ukraine, n'est possible qu'en raison des actions violentes de l'armée ukrainienne pour défendre le pays. Cela me peine aussi que la protestation pacifique en Russie soit incapable de changer le régime dictatorial qui semble ne pouvoir être pris que par le pouvoir. La violence est un dilemme qui ne peut être résolu que par une action non violente. Nous sommes appelés à promouvoir le shalom de Dieu à travers des activités constructives et pacifiques, en nous attaquant à la cause profonde de la guerre et de la violence et en travaillant à l'élimination de ces maux. On va maintenant discuter de la question posée tout au long de notre session ce soir. Que devrait inclure la déclaration de l'Église sur le rôle de la non-violence dans notre poursuite de la paix sur et pour la terre? Donc, lorsque vous allez être dans votre groupe, vous devez déterminer d'abord qui va prendre note de toutes les réponses, parce que chaque personne va partager une phrase, OK? Donc, chaque personne aura un moment de partager sa phrase et aussi un petit peu de temps pour expliquer comment ils sont arrivés à avoir cette phrase que vous allez présenter. Donc, qui va prendre note de, en fait, toutes les réponses pour revenir et mettre ces phrases dans la boîte de discussion pour que nous puissions voir toutes les phrases, OK? Aussi, vous allez avoir du temps pour mettre vos idées ensemble. Donc, après avoir partagé les différentes phrases, essayez de créer une synthèse de ce que vous avez dans votre groupe, c'est-à-dire d'écrire une phrase qui représente les idées partagées dans le groupe, qui répondent encore une fois à la question sur l'écran de quel rôle devrait-elle avoir la non-violence dans notre poursuite de la paix sur et pour la terre. Et vous allez avoir, on va dire, 11 à 12 minutes pour faire cette activité. C'était pas facile, hein?
Pas facile. C'est difficile vraiment, mais ça vous a donné un peu aussi l'idée de comment ça va être difficile pour la première présidence de créer une déclaration pour toute l'Église basée aussi, mais ça va aider parce que ça sera basé sur ce que nous allons envoyer à la première présidence, qui sont les phrases que vous venez juste de mettre. Donc, mais est-ce que vous voulez partager une phrase de chaque groupe? Est-ce que vous avez pu atteindre une phrase? On va commencer par Nouméa. Jérémy. Alors, bonjour tout le monde. Donc, j'ai essayé de rassembler le plus d'idées possible en une seule phrase. Après, bon, c'est amené à être modifié. Hein. Alors, en tant que communauté du Christ, nous déclarons que nous suivons le Christ avec la paix que Dieu donne pour lutter en faveur des personnes vulnérables, protéger la nature de manière non violente, sensibiliser par le dialogue, par un comportement rempli de sagesse et de douceur, faire de la prévention en invitant les gens au Christ pour promouvoir la paix et la justice et enseigner à agir pour la paix de manière juste et responsable. Voilà en gros la phrase. Bravo, bravo. Un autre groupe? Alors, voilà ce qu'on a pu. Bon, ça aussi, c'est aussi à faire une mise au net. Alors, communauté du Christ, il est temps pour toi de récolter les fruits de la paix que Jésus a semés en nous et de les partager envers tous les groupes discriminés, persécutés et violentés. Ah, merci pour la section 166. Chouchou! Communauté du Christ, elle commence par ça, hein? La révélation. Merci. Après, Lydie? Alors, voici ce qu'on a dit. Adoptons désormais la non-violence dans notre vie communautaire. L'on croit, ainsi que les actes qui nous font penser, donner un sens à notre existence, en étant ouverts à œuvrer en partenariat avec toute forme de culture pour la cause de Sion, et soyons une communauté à l'image de Jésus-Christ, l'être de paix, notre modèle. Voilà. On va terminer. J'ai juste un petit truc à dire avant de terminer. On va faire une petite méditation pour terminer ce soir. Et c'est juste de vous rappeler que la dernière fois, nous avons parlé de ces 3 définitions. Définition sur la violence, la non-violence et l'action non-violente. Et donc, je vous encourage d'aller sur le site, et je vais envoyer ça juste après cette session, que vous pouvez aller ce week-end, demain ou après-demain, pour, s'il vous plaît, remplir le sondage et donner vos suggestions. Si vous avez des suggestions, vous avez maintenant discuté 5 fois sur la violence et la non-violence et l'action non-violente. Donc, peut-être vous avez quelque chose à ajouter. Et pour terminer, nous avons une méditation de gratitude. Bonsoir à tous. Bonsoir. Tous à rester dans une position confortable, de poser tout ce que vous avez dans les mains et d'éviter de faire du bruit si vous pouvez. Et surtout, je vais vous demander d'adopter une respiration lente. Pendant ce moment de respiration, essayez d'entendre le battement de votre cœur. Je vous invite à présent à prier en silence, en commençant votre prière par merci Seigneur pour. Merci Seigneur pour la vie que tu nous accordes. Cette vie qui est notre premier cadeau que tu nous as offert.
lorsque nous faisons vraiment l'expérience de ta grâce, nous voulons partager nos ministères pour le bien des autres. Aide-nous à être attentifs au moment présent et à voir les personnes telles qu'elles sont vraiment. Je prie pour la paix sur la terre et nous prions tous ensemble pour cette paix et pour que nous soyons un instrument de cette paix. Que la paix règne sur la terre et qu'elle inclut toute forme de vie, qu'elle inclut tous les enfants de Dieu. Je vous souhaite de vivre et de partager le shalom, la paix que nous avons pu partager tout au long de ces 5 séances que nous avons vécues ensemble. Merci à tous. Merci à tous. Donc, c'est la fin de notre session sur la thématique de la non-violence. Un grand remerciement à tous nos intervenants, Joey, Mareva, Herveline, Amanda et tous les participants.